Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Bouillabaisse à l'américaine d'Eddie Lacy. Pas du tout dans mon assiette. Il me restait tout juste quelques dollars et j'avais dans la tête quelques bons sujets de romans en train de mijoter, mais j'étais si nerveux que je pouvais pas m'atteler à mon travail. Pour le moment, ce que j'avais surtout, c'était une sacrée gueule de bois. Hier soir, j'avais bu beaucoup plus que de raison et je savais plus du tout où j'en étais. J'étais sûr de rien, sauf d'une chose. On était mardi, et il y avait un soleil magnifique. De l'autre côté de la fenêtre s'étalaient les eaux bleues de la Méditerranée, et d'après la hauteur du soleil, il devait être à peu près 9 heures du matin. Soudain, une idée me frappa. Quelque part, au cours de mes pérégrinations de la veille, j'avais perdu Sydney. Sydney, c'est une jeune Australienne ravissante et pas trop farouche. Je me souviens encore de notre soirée au casino, quand on avait joué à la roulette. On avait gagné une véritable fortune. La chance, quoi. Mais on avait décidé qu'il fallait claquer cet argent jusqu'au dernier centime dans les nombreux bars de Villefranche. Je fermais les yeux, et l'image de Sydney disparut pour laisser la place à celle d'une grosse blonde vraiment énorme. Une blonde fantastique aux dimensions incroyables. Je m'assis sur mon lit. Ça allait un peu mieux. Un coup d'œil à ma montre, 9h17. Je m'étirais en me demandant si, oui ou non, j'allais me lever. Je me décidais enfin à me lever. En m'habillant, je m'aperçus qu'il me restait moins de 500 francs. Mais j'avais encore des chèques de voyage. J'ai pris mon passeport dans ma valise et je me dirigeais vers le bureau de change le plus proche. Devant le guichet du caissier, j'apposai ma signature sur un chèque de $200 de l'American Express, sortis mon passeport et tendis tout à l'employé. L'homme compta 1000 francs et des poussières. Au moment où j'allais prendre l'argent, le caissier pointa le doigt sur mon passeport. « Ce passeport n'est pas à vous, monsieur !»« Quoi ?» Je ramassai vivement le passeport et le contemplai, hébété. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, la photographie qui figurait en première page était celle d'un jeune homme au visage stupide et maladif qui m'était totalement inconnu. Il s'appelait Robert Parks. Il était né en Californie. Il avait 23 ans et se trouvait en France depuis environ 9 semaines. Je m'efforçais de rassembler mes idées. Pourquoi avais-je le passeport d'un autre? Et, question beaucoup plus importante encore, où était le mien? Le caissier s'approcha du téléphone. « Je vais appeler la police, monsieur. »« Non, monsieur, non. Il s'agit d'un simple malentendu. Je vais régler ça. » Je récupérai promptement mon chèque et je sortis. J'arrivais toujours pas à comprendre le motif de ce vol, en admettant qu'il s'agisse bien d'un vol, évidemment. Où voulait-on en venir? En quoi ce passeport pouvait-il être utile à M. Parks? Et comment pouvais-je me trouver en possession du sien? Je retournai à mon hôtel dans le vieux Nice. J'avais besoin de réfléchir. Une fois dans ma chambre, je passai le contenu de ma valise en revue. Mon passeport ne s'y trouvait pas. Je retournai dans le hall et montrai le passeport et la photo de Parks à ma logeuse. Elle ne le connaissait pas. « Dites-moi, madame, est-ce que quelqu'un est monté dans ma chambre hier, pendant que je dormais ?» « Il n'y a eu que vous, monsieur. Vous et la grosse blondasse. » Non, attendez, madame. J'ai amené une femme blonde dans ma chambre hier? Ben oui, il n'y a pas de quoi en être fier. Hein. Vers 6 heures, hier matin, vous êtes arrivé ivre-mort. La grosse blonde vous portait presque.
Elle faisait une de ces potines. Je remerciai la vieille dame et je sortis. J'allais en direction de la promenade des Anglais. Je commençais à comprendre pourquoi l'image de la grosse femme blonde s'était imposée à moi avec une telle précision. Mais qui était-elle? Était-ce elle qui m'avait volé mon passeport? Il aurait fallu qu'elle fouille dans ma valise pour le trouver. Donc, pour le moment, le premier objectif à atteindre, c'était de retrouver cette blonde gigantesque et anonyme. Sydney, elle, saurait où nous étions allés lundi soir. Peut-être même connaissait-elle la blonde. Par ce beau temps, Sydney devait être en train de se dorer au soleil sur la plage près du port. Je marchais longtemps, essayant de réfléchir, mais j'avais la tête vide. Enfin, je repérais la silhouette ravissante de Sydney allongée sur une serviette de bain. J'allais droit vers elle. « Sydney, je suis dans un de ces pétrins. »« C'est tout ce que tu trouves à me dire? Tu te saoules comme un Polonais et tu me laisses tomber pour filer je ne sais où avec cette grosse blondasse. »« Je suis désolé, Sydney. »« Oh, alors, raconte, où en es-tu ?»« Ah, me pose pas de questions, Sydney. Dis-moi seulement comment s'appelle cette blonde et où je l'ai rencontrée. »« T'es vraiment gonflé, mon vieux. Elle s'appelle Noël et elle est stripteaseuse dans une boîte à Villefranche. » Dis-moi, Sydney, connais-tu un Américain qui s'appelle Robert Parks? Non. Et puis va-t'en, je veux plus te voir. Je me levai et je partis en direction de Villefranche. Villefranche possède un grand nombre de bars et de clubs. Je passais devant quelques boîtes de striptease. Retrouver Noël, c'était presque trop simple. Sur le mur extérieur d'une boîte appelée Jazz Shocking se trouvaient les photos d'un grand nombre de filles en tenue d'Ève, parmi lesquelles je reconnus Noël, la grosse blonde. Je descendis quelques marches et j'entrai. L'intérieur du cabaret semblait minuscule. Rien de ce que je voyais n'évoquait en moi le moindre souvenir. Le barman me dit que c'était fermé. Je répondis que je voulais parler à Noël. « On ne donne jamais les adresses de nos artistes, hein, monsieur. Mais Noël voudra certainement me voir. Téléphonez-lui et dites-lui que c'est Robert Parks qui la demande. » Le barman me regarda avec une étrange lueur au fond des yeux. « Puisque vous êtes son ami, je vais vous amener chez Noël. » Moins d'une minute plus tard, nous descendions en direction du port. Mon nouvel ami semblait beaucoup plus musclé que je ne l'avais supposé. Son nez, légèrement aplati, et une cicatrice au-dessus de ses yeux semblaient indiquer qu'il avait fait de la boxe. Il me fit passer dans une impasse bordée de maisons vétustes, et on entra dans la plus vieille de toutes. On monta 4 étages de marche usés par les ans. Le barman resta derrière moi. Un sentiment de malaise m'envahissait. On arriva au dernier étage. Mon compagnon frappa à l'unique porte, puis se tournant brusquement vers moi, il avança, les mains en avant, prêt à frapper. J'ai fait pas mal de judo, mais mon barman était boxeur professionnel. Je réussis à parer son gauche et à envoyer ma main en direction de sa mâchoire, mais soudain, je sentis une énorme masse s'abattre sur mon crâne. Pendant un bon bout de temps, j'eus l'impression de me débattre dans une sorte de brouillard épais comme un océan de boue. Puis la nuit s'abattit sur moi. Quand j'ouvris les yeux, je me trouvais dans une pièce austère comme une cellule monacale. Un mince rayon de soleil perçait à travers une ouverture minuscule au sommet de l'un des murs. J'ouvris les yeux et je vis un homme assis sur le lit. Un homme uniquement vêtu d'un short crasseux en lambeaux. Ses bras étaient recouverts de boutons. Son visage maladif était effroyablement pâle. Ses yeux et son nez coulaient. Je le reconnus immédiatement. C'était Robert Parks. Pendant un long moment, nous nous regardâmes en silence. Soudain, il plongea la main sous le matelas boursouflé, tira mon passeport et l'agita vers moi. « C'est vous, bien sûr, c'est vous.
Vous n'êtes pas venu seul, j'espère? Je le regardais sans répondre. Robert Parks se mit à sangloter. Mon Dieu, j'espérais que vous viendriez avec la police. Au lieu de ça, vous voilà comme moi, prisonnier. Après plusieurs essais infructueux, j'ai réussi à me tenir debout et j'allais vers lui. Parks, que signifie cette plaisanterie? Que faites-vous avec mon passeport? Dites-moi ce qui se passe, racontez-moi votre histoire. Il cligna des yeux et des larmes se mirent à couler le long de ses joues. Je suis Robert Parks, l'artiste peintre qui se drogue. Utrillo et les autres ont cherché leur inspiration dans la drogue. Moi, je suis venu en Europe pour étudier l'art, cette chimère. Et maintenant, je porte sur mon dos le plus gros singe du monde. Il se laissa tomber sur le lit. Ses yeux larmoyants, la pâleur de sa peau, toutes les plaies et traces de piqûres qu'il avait sur les bras témoignaient de sa sincérité quand il parlait de la drogue. Mais comment expliquer la présence de mon passeport dans tout ce micmac? Comment allais-je m'y prendre pour sortir de ce guêpier? Et allais-je seulement en sortir? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Soudain, j'entendis qu'on traînait quelque chose au dehors. La porte s'ouvrit l'espace de quelques secondes et la grosse blonde parut, propulsée brutalement dans la pièce par des mains invisibles. Elle tomba lourdement et la porte se referma. Son visage était horriblement tuméfié. On s'était occupé d'elle. Elle se releva péniblement et me vit. « Comment? Vous êtes là, vous aussi? On croyait que vous viendriez avec la police. Oh, maintenant, on va tous mourir. » Elle désigna Robert Parks. « Ils vont le tuer, lui. Ça n'est qu'un pauvre gosse, mais je ne veux pas être complice d'un meurtre. Quand il n'est pas sous l'emprise de la drogue, il se rend compte de sa situation. Alors il m'a offert $5 000 pour l'aider à s'évader. J'ai pensé que la meilleure solution serait d'échanger son passeport avec celui d'un autre Américain. Et vous vous êtes présenté. On croyait que vous iriez à votre consulat et que vous amèneriez la police. Mais il a fallu que vous veniez seul. Maintenant, tout est perdu. Vous les connaissez pas, ces porcs. Ils nous tueront tous sans une seconde d'hésitation. Attendez, mademoiselle. Je crois que je commence à comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce gang-là? Et pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer Robert Parks? Ces bandits vendent de la drogue, monsieur. Parks est arrivé au bar il y a 2 mois environ, complètement ivre. Il a essayé une piqûre d'héroïne et puis il est revenu pour une 2e ration. Et puis là, stupidement, il s'est vanté d'avoir beaucoup d'argent. Il avait plus de $100 000 en chèque de voyage et une lettre de crédit de $50 000. Ils l'ont saoulé et, en quelques jours, ils ont réussi à lui donner une accoutumance à la drogue, au dernier degré. Et puis, ils l'ont séquestré et ils lui ont vendu la drogue, très cher. Quand ils signent les chèques, ils vont les toucher à Tanger. Seulement, quand il ne lui restera plus rien, ils lui feront une piqûre plus forte que les autres, qu'il tuera. Mon rôle à moi, c'était de coucher avec lui. Ces types sont infects. Pour eux, je ne suis pas une femme, mais seulement un objet. Un objet tout juste bon à... Mais quand j'ai appris qu'ils avaient l'intention de le tuer, j'ai imaginé ce plan. Vous comprenez? Seulement, ça n'a pas marché, puisque vous êtes là. Prisonnier, vous aussi. Tandis qu'il parlait, je m'approchais du lavabo et je m'efforçais de tordre le tuyau de plomb pour le casser. Sans succès. Moi
Noël se leva et y appliqua le poids de ses 100 et quelques kilos. À nous deux, nous réussîmes à arracher un morceau de tuyau. Écoutez-moi bien, Parks. Voilà le scénario. Vous allez pousser des cris sans arrêt. Quand le gangster arrivera, je l'assommerai avec le tuyau et je prendrai son revolver. Ensuite, j'essaierai de tirer par la lucarne pour attirer l'attention. Seulement, j'imagine qu'ils sont plusieurs à nous garder. Quand les autres vont entendre les bruits de lutte et vos cris, ils vont rappliquer. Alors vous, Noël, dès que j'en aurai fini avec notre gardien, vous fermez la porte à clé. J'espère qu'elle tiendra le coup jusqu'à l'arrivée de la police. Si elle vient. Allez-y, Parks. Hurlez. Hurlez un bon coup. Allez, criez. Noël, vous restez là contre le mur. Dès que la porte est ouverte, pour tirer la clé de la serrure, vous repoussez la porte et vous la fermez de l'intérieur. J'empoignai le morceau de tuyau, le front couvert d'une sueur froide, à l'idée que je m'apprêtais peut-être à tuer un homme. Parks se mit à pousser de longs hurlements. Il criait qu'on l'assassinait. Au bout de quelques secondes, il eut des pas précipités dans l'escalier. Alors, tout alla très vite. La porte s'ouvrit brusquement, et d'un bond, l'homme entra, un revolver à la main. J'avançais, brandissant le tuyau comme une batte de baseball. Je dérapais sur le sol mouillé et frappais à côté pendant qu'il tirait sur moi. La balle se mit à ricocher d'un mur à l'autre comme une guêpe en furie. Je glissais toujours et me retrouvais assis sur le sol avec une telle brutalité que je lâchais le tuyau. Le tueur marquait un temps d'arrêt pour viser Parks à la tête, quand soudain, Noël se jeta sur lui, le faisant tomber à la renverse. L'espace d'un instant, je la vis qui saignait abondamment à l'épaule. Et Parks, qui, ayant atteint la porte, prenait la clé, repoussait le lourd bâton et tournait la clé dans la serrure. Je me roulais sur le sol détrempé pour attraper le revolver, mais je voulais éviter aussi qu'il ne tombe à l'eau. Le tueur, assommé par le poids de la blonde, se débattait encore un peu. Noël, retrouvant le tuyau, lui asséna un coup terrible. La face de l'homme n'avait plus forme humaine. Je me mis debout sur la chaise et passai ma main qui tenait le revolver par l'étroite lucarne. Comme le tueur avait tiré une fois, il devait me rester 5 balles dans le barillet. Sur la pointe des pieds, je voyais pas grand-chose. Je visais l'eau, juste en face d'un pêcheur, et j'appuyais sur la détente. Mais en bas, rien ne bougea. Je m'efforçais de viser de nouveau sans savoir exactement où tirer. Je tirais la seconde balle bien au-dessus de la tête du pêcheur, essayant de prévoir sa trajectoire quand elle tomberait. Le pêcheur ne remarqua rien. Il ne restait plus que 3 balles et j'avais l'impression que je gaspillais stupidement mes munitions. Je respirais un bon coup et visais tant bien que mal le dos du pêcheur. Une bouée de caoutchouc qui gisait près de lui éclata. Le pêcheur sursauta, jeta un coup d'œil autour de lui, puis leva son regard vers moi. « Parks, donnez-moi des allumettes et un bout de papier, ou de chiffon. » Parks me tendit le briquet de Noël avec un morceau de sa robe. J'allumai le chiffon et le passai par la lucarne. Je vis le pêcheur, qui avait rejoint son compagnon, fixer la bouée crevée d'un air étonné, puis ils montrèrent la lucarne du doigt. Je laissai tomber le chiffon enflammé et tirai une balle en l'air. Pas de réaction de la part des pêcheurs. Alors je tirai ma dernière balle dans les jambes de l'un d'eux. Je ne l'atteignis pas. Je sortis mon bras au maximum et lançai l'arme dans leur direction en leur faisant signe de venir. Puis je descendis de la chaise. Noël gisait sur le lit, blessé à l'épaule. Parks était debout, ridiculement pâle et maigre. Le tueur était étendu sur le dos, vivant. Dans le hall, le vacarme atteignit son paroxysme. Il me sembla qu'au moins 3 hommes essayaient d'enfoncer la porte. Ils cognaient avec quelque chose de très lourd. Puis, ils tirèrent plusieurs balles dans la serrure, en vain. Je remontai sur la chaise pour étudier la situation. Dehors, il n'y avait plus personne. Un silence soudain venait de s'abattre dans le couloir. J'ai comme l'impression que les hommes s'enfuyaient. Des coups de feu et un bruit de pas précipité. Un homme cria « Police, ouvrez immédiatement !»
Et si c'était une ruse? Aucun de nous ne bougea. 2 minutes plus tard, un fracas terrible retentit et la vieille porte s'abattit sur le sol. 4 policiers, suant dans leur chemise d'un bleu baroque, faisaient leur entrée, revolver au poing. Un spectacle adorable. Vraiment adorable. Pour la suite, Parks et Noël furent embarqués dans une ambulance et moi, je fus invité au commissariat à raconter ce que je savais. 2 jours plus tard, toujours au commissariat, je retrouvais Robert Parks, rasé de près et correctement vêtu. Il avait meilleure allure. Il me sourit et me serra la main avec chaleur. « Merci. J'ai loué un avion. Dans 2 heures, je pars de l'aéroport de Nice, directement pour l'hôpital de désintoxication de Lexington, dans le Kentucky. J'arriverai demain matin de bonne heure. On m'a administré une dose réduite de drogue, mais dans 5 ou 6 heures, il m'en faudra une autre. Et si je prends un infirmier français avec moi, il va falloir des formalités à n'en plus finir, et je ne pourrai pas partir avant demain. Pourtant, il me faut quelqu'un pour m'accompagner. Connaîtriez-vous un Américain qui accepterait de rentrer aux États-Unis? Oui. Moi. Oh non, 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 je vous en prie. Vous avez déjà assez fait pour moi. Je vous ai causé assez d'ennuis. C'est pas uniquement pour vous que je le fais, Parks. Je veux rentrer. Comment lui expliquer que j'avais hâte de rentrer chez moi pour écrire? Oui. J'allais écrire l'extraordinaire histoire que je venais de vivre en France. Et je me voyais déjà auteur d'un best-seller qui ferait de moi un autre homme. Un homme riche. Éventuellement, dans quelque temps, fortune faite, je pourrais revenir en France. À Nice, par exemple. Mais dans un grand hôtel. Et surtout, je garderai toujours mon passeport sur moi. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui Bouillabaisse l'américaine.